Francis Gosselin. Économiste. Tout ça, ils l'ont échappé. Consultant. C'est quand même pas une petite affaire. Auteur. C'est moins politiquement populaire. Francis Gosselin, pour savoir et comprendre l'économie. Bonjour Francis. Salut Mario. Pas facile pour monsieur, madame, tout le monde quand on rentre dans les gros chiffres comme ça. Un investissement de 7 milliards, tout le monde a le goût de se réjouir. En même temps, ben là, on voit qu'on y met beaucoup d'argent. Mais là, sous toutes sortes de formes compliquées, du prêt pardonnable, d'autres qui doivent absolument être remboursés, de l'équité, donc des actions. Qu'est-ce que tu vois dans tout ça, là? Qu'est-ce que je vois? Ben déjà, on est dans des territoires où qu'on ne fréquente pas souvent là, dans l'univers politique, là, des montants comme ça, surtout à l'échelle du Québec. Là, Mario, tu sais, juste à titre de rappel, le budget de tout le gouvernement du Québec à chaque année, c'est comme 125 milliards de dollars. Fait que d'apprendre que il y a 1,5 milliard qui est mis dans une petite usine, mais c'est une grosse usine. Mais je veux dire, c'est quelques centaines de milliers de pieds carrés. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. Après, faut comme économiste, j'aurais envie de te dire, il faut adopter la lecture, non pas, on l'a pas brûlé, là, l'argent. Là, on l'investit pour que ça rapporte. Évidemment. Fait que la question, c'est est-ce que ça va rapporter? Est-ce qu'on va rentrer dans notre argent? C'est tout ça le débat. Puis à savoir, comment on va rentrer dans notre argent. On parle quand même, contrairement à d'autres investissements qui ont été faits dans le passé, ici, on parle quand même de beaucoup d'emplois. C'est un gros montant par emploi, mais il y a quand même des emplois là, qui vont être créés, puis des bonnes jobs, comme on le dit. C'est une filière, on va se le dire, d'avenir. Là. Je veux dire, la demande va continuer d'augmenter de manière assez importante dans les prochaines années. Fait que c'est comme un pari quasi certain, dans une certaine mesure, où on pense que c'est vers là que ça en va, la mobilité. Mais il y a toujours des risques, c'est-à-dire que tu as le risque que Nordvolt, finalement, soit pas une si bonne entreprise qu'on espère, puis que leur batterie soit pas... Non, mais c'est tous des risques calculés, là, mais tu peux pas dire que tu t'en vas dans une affaire comme ça sans aucun risque. Non, il n'y a aucun risque, mais il n'y a pas aucun risque, mais en même temps, comme le ministre Fitzgibbon l'a dit, on parle d'une période, là, selon toutes les techniques là, usuelles utilisées, période de remboursement d'à peu près 9 ans. Le remboursement là, par des différentes taxes, impôts sur les revenus, etc. Mais si tu ramènes ça à une logique d'investissement, là, comme si j'étais un investisseur, 9 ans, c'est une bonne période. Là. On parle de près de 10 % de rendement par année. C'est un rendement correct. Après, ce qu'on pense aussi, Mario, c'est qu'il pourrait y avoir derrière tout ça d'autres acteurs qui vont venir s'implanter autour de ça. Donc, la fameuse filière batterie. Donc, c'est plus que... Mais c'est logique. Si tu as une entreprise aussi gigantesque qui s'établit, elle va avoir 1001 besoins là, de l'entretien ménager jusqu'à toutes les pièces. Puis des consultants en stratégie. non, mais tu sais, des comptables, des avocats. C'est toute une écologie, là, une business de cette taille-là. Ça vient avec un paquet d'autres services connexes. Et puis, je pense que ça va, comme on le dit, placer un peu un des pôles. Il y a d'autres pôles, à Bécancour, là, des plus petits investissements, mais c'est quand même des centaines de millions et des quelques milliards de dollars de Ford, de POSCO, etc. Fait que on voit qu'il y a la trame qui est en train de se dessiner. Donc moi, comme je te dis, je suis très enthousiaste face à cette annonce-là. Simplement, c'est beaucoup d'argent, fait qu'il faut, j'espère qu'ils ont bien attaché les ficelles. Puis dans le beaucoup d'argent, il y a l'autre bout là, qui est comme plus philosophique, c'est toute la partie, ça c'est plus le fédéral que le Québec, où on dit, là, on va à côté Biden. Biden. Puis là, tout le monde semble se dire, moi je parle aux gens dans le privé, tout le monde semble se dire, là, Biden, il est tombé sa tête, il en donne bien trop. Mais en même temps, si on n'accote pas ça, là, il y a personne qui va venir au Canada, on aura zéro de l'industrie de l'auto électrique, là, tu comprends? Puis les États-Unis, c'est pas le Canada, là, je veux dire, en matière de force économique, oui, c'est beaucoup d'argent, c'est 400 milliards, là, le Inflation Reduction Act, mais ça reste que les États-Unis, leur dette est toujours bonne, ils ont une puissance économique qui est incontestée et inégalée dans le monde. Le Québec, le Canada, on est moins dans cette position-là. Je veux dire, on a une économie qui est quand même aujourd'hui encore très dépendante des ressources naturelles. On a peu de productivité, pas beaucoup de propriété intellectuelle. Donc, pour moi, à la limite, Mario, c'est une manière de jump-start, là, si tu me passes l'expression, de lancer des filières comme celle de la batterie qui sont hautement technologiques, porteuses d'avenir, qui tirent parti quand même de notre ressource naturelle. Hein. On est une abondance de lithium. Il y a beaucoup de gens qui font le parallèle avec l'aluminium. Le parallèle inversé avec l'aluminium, où l'aluminium, on est devenu un gros producteur, on a utilisé nos ressources naturelles, l'électricité, ça a attiré des méga alumineries qui produisent beaucoup, on en est fiers. Mais Francis, ça, on l'a raté dans le sens que
on ne fait vraiment pas beaucoup de produits finis à partir de l'aluminium. Là. On exporte des lingots d'aluminium à des gens qui font des choses avec. À valeur ajoutée. Oui, c'est ça. Fait que nous, on fait la partie... on met nos ressources naturelles, mais on fait la partie rough, mais la partie la moins payante où il y a le moins de valeur ajoutée. Effectivement, mais écoute, c'est ce qu'il faut, c'est le virage qu'il faut pas rater. Donc, à mon avis, Mario, si tu veux savoir, les investissements qu'on voit là, qui sont annoncés par le ministre Fitzgibbon et son homologue fédéral, c'est pas le dernier. Il va falloir continuer à soutenir cette industrie-là pour justement éviter ce que tu décris, que ça devienne une espèce de back-office de la batterie, puis qu'il faut qu'on aille jusqu'au bout de la création de valeur. Puis carrément, à un moment donné, peut-être, là, en Ontario, il y a des filières automobiles, qu'on alimente ça, là, que ça reste au Canada et que ce soit pas juste on met du lithium dans des canisses puis on l'envoie ailleurs faire fabriquer des véhicules et d'autres produits qui utilisent des batteries. Donc, en tout cas, moi, très, très enthousiaste. C'est beaucoup d'argent. Puis, une affaire, peut-être, je voulais mentionner, Mario, tu l'as dit vite en introduction, mais il y a une portion d'équité, là, c'est-à-dire on devient actionnaire. On a des parts. Pas beaucoup, mais quand même, je pense que c'est 500 millions. Là, dans 567, ça, je pense. Mais tu sais, dans l'éventualité, on sait pas. Là, mais Pierre Fitzgibbon, il est optimiste. Il dit, sa partie sur son 400 millions de subventions, là, il pense que notre bloc d'action qui vaut 567 millions, la compagnie va aller assez bien, qu'il va s'apprécier, puis que dans quelques années, ça va repayer notre gain en bourse, notre gain des actions, là, va avoir... faisons le pari que la filière batterie, c'est une filière d'avenir, que ces quelques joueurs-là qui sont en train de s'installer à l'international vont faire des ventes fulgurantes. On peut imaginer que ça double, que ça drippe, que ça soit multiplié par 10. Là, fait que soudainement, ton 500 millions, il vaut 5 milliards. Ça rembourse amplement. Mais encore une fois, tout ça, c'est de la fabulation. Mais il y a un scénario dans lequel ça pourrait être un des meilleurs placements que le Québec a jamais fait. On va le savoir, on s'en reparle dans 5 ans, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a au moins cette composante-là où on va surfer sur la vague de valorisation de l'entreprise et pas juste sur des jobs puis de l'impôt sur le revenu. Là. Le nombre de postes vacants au Canada qui est en baisse. Oui, il est en baisse, mais c'est ce qui est fou. Il y a encore 700 quelques mille jobs à pourvoir. C'est sûr qu'il est en baisse par rapport au record qu'on avait vu l'année dernière où on avait franchi la barre du 1 million de postes vacants, mais ça reste qu'on est dans des territoires relativement confortables. C'est très normal. C'est quand même beaucoup de postes vacants si tu considères que la Banque du Canada a passé l'année à essayer, par des taux d'intérêt élevés, de ralentir l'économie. Exactement. Fait que moi, je vois ça, Mario, comme... d'une certaine façon, c'est une excellente nouvelle pour 2 raisons. Un, la stratégie de la banque fonctionne, ça s'en va dans la bonne direction, mais pour les salariés, pour les travailleurs, pour vous et moi, il y a encore bien des jobs à pourvoir. Fait que, comme on le dit souvent, ce ralentissement économique-là qu'on voit actuellement, il était nécessaire dans une certaine mesure. Puis il n'est pas sur le bord de créer un chômage terrible. Non, c'est ça, il fera pas mal à monsieur, madame, tout le monde. Je veux dire, il fait mal là, parce que les taux d'intérêt sont élevés sur les maisons et tout, mais je veux dire, on va garder nos emplois. Le ratio de chômeurs par poste vacant a un petit peu progressé, mais on reste dans des territoires historiques très avantageux pour les salariés. Et ça, il va falloir justement, là, on parlait il y a quelques jours, Mario, là, de l'augmentation de la rémunération qui continue à progresser plus rapidement que l'inflation maintenant. Fait que, il y a un rattrapage du pouvoir d'achat. Fait que, je suis quand même, encore une fois, c'est une bonne nouvelle de toutes les manières qu'on le regarde, c'est-à-dire il fallait que ça se normalise. Puis en plus, en même temps, quand il y a trop de postes à pourvoir, Mario, ça limite la croissance des entreprises. Fait que ça nous prive de croître. Fait que là, si on est capable justement d'avoir un meilleur ratio chômeurs par poste vacant, ça veut dire que les entreprises vont pouvoir recommencer à prendre des mandats, recommencer à prendre des nouvelles commandes, puis repartir sur la voie de la croissance. Fait que c'est ce qu'on voulait qui arrive là, dans une certaine mesure. Ça fait quelques mois, les gens qui suivent l'actualité économique internationale, que c'est chambranlant là, pour ce géant immobilier Evergrande en Chine. Et là, on a carrément stoppé les transactions sur le marché boursier? Oui, exactement, Mario. Puis c'est suite à l'arrestation du principal dirigeant là, de cette entreprise-là qui s'est fait, qui est assigné à résidence. Là. Il n'est pas en prison avec les menottes, là, mais c'est Xu Jiayin, excuse-moi, je lis le nom, mais donc c'est le PDG du groupe, c'est un milliardaire. Il est assigné à résidence, il est en état d'arrestation. Selon les différentes sources, il serait à la source de plusieurs des problèmes là, de Evergrande. Rappelons que l'entreprise, c'est le plus gros développeur immobilier chinois. Ils ont 300 milliards de dollars de dettes. Fait que
mettons qu'à 5%, ça fait 15 milliards en paiement. Lui, il déteste la hausse des taux d'intérêt. Moi aussi, mais mettons qu'il y a une coupe de zéro de différence. Et donc, ce qui est arrivé, bien évidemment, c'est que là, l'entreprise a plusieurs difficultés. Mais ce qui est particulier, Mario, c'est qu'en Chine, parce que le pays est en rapide industrialisation, urbanisation, etc., il y a des gens qui donnent des dépôts, comme on voit ça ici, là, mais ça va beaucoup plus vite, et des gros dépôts pour réserver un appartement plusieurs années dans le futur. Et là, ce qui est à risque, c'est que c'est des gens qui sont en train de sortir de la pauvreté, de sortir des régions rurales. Qui ont mis leurs avoirs dans un dépôt. 100 000 ou 50 000, mais puis en Chine, apparemment, ça peut aller jusqu'à 70 % de la valeur de la propriété dans certains cas. Et là, ils pourraient tout perdre ça. Et ils pourraient tout perdre ça si l'entreprise venait qu'à être mise en faillite. Et donc là, j'ai écouté plusieurs podcasts. Moi, c'est un sujet qui me fascine, mais le gouvernement chinois, qui est un gouvernement très interventionniste, jusqu'ici, ils ont plutôt laissé aller. Mais là, il y a cette arrestation du PDG qui est survenue. On arrête les transactions sur le titre en bourse. Et donc, éventuellement, je pense que... Mais le titre en bourse, je sais pas, qui a dû prendre une débarque quand même depuis un an. Là, on n'en parle même pas. Je pense que c'était 57 cents de yuan. Là, c'était comme ça vaut plus rien. Là, mais encore une fois, il y a une force de production. Puis ce qu'on veut, je pense, en Chine, quoi qu'il advienne, la dette, etc., c'est juste pas arrêter la construction d'unités. Parce que là, si en plus ça s'arrête, ça va créer une crise sur le marché du logement, parce que c'est des logements qui sont attendus. Donc, encore une fois, là, ça a plusieurs ramifications. Puis ça rappelle quand même, 2008, aux États-Unis, Mario, comment ça a commencé. Quelques problèmes du côté de l'immobilier qui se sont traduits par des problèmes du côté des institutions financières. La Chine a un régime relativement différent. Est-ce que le plus gros géant immobilier de la Chine plante? Est-ce que ça secoue tous les marchés financiers d'Europe et des États-Unis? À commencer par la Chine. Oui, ça, je le comprends, mais est-ce qu'il y a un effet domino sur les autres continents? J'ai pas tous les détails, Mario, mais la Chine, depuis quelques années, c'est quand même un peu décorrélé du système économique mondial, mais ça reste qu'il y a évidemment des intérêts étrangers qui sont dans les banques chinoises, qui ont des intérêts dans des entreprises comme Evergrande. Donc oui, ça pourrait avoir un effet, mais je pense que contrairement à ce qui se ferait en France, au Canada, etc., cet effet de vaguelette là, que tu décris, là, qui serait c'est moins connecté, va être un petit peu plus contenu, mais ça aurait des conséquences. Puis c'est certain que ça dépend de l'ampleur, Mario. Tu comprends que là, on parle de 300 milliards de dollars, là, ça s'exprime en fractions de trillions. Ben, c'est sûr que si toute cette dette-là disparaissait soudainement, il pourrait y avoir 1 ou 2 ou 3 banques chinoises qui seraient en très grave difficulté. Puis là, l'impact ne serait pas tellement sur les institutions financières occidentales que sur le taux de change du yuan, sur la capacité des Chinois d'emprunter sur les marchés internationaux. Puis là, ça, en conséquence, ça pourrait avoir un effet sur tout le système mondial là, d'approvisionnement. Ça pourrait créer des problèmes politiques en Chine. Est-ce que le gouvernement chinois réagirait en envahissant Taïwan, par exemple, juste pour détourner l'attention, faire la bravade? Fait que, comme je te dis, l'impact serait moins comme les crises de 2008, là, vraiment d'effet domino immédiat, mais je pense qu'il y aurait beaucoup d'autres impacts à anticiper qui reviendraient à avoir des impacts économiques majeurs. Fait que ça, moi, en tout cas, je garde un œil très attentif sur cette histoire d'Evergrande. Ouais. Merci, Francis. À demain. À demain.